Merci Jean-François de me passer la parole. J'avais coupé le micro. J'aimerais donner la parole d'abord à Catherine Maïa pour faire une transition. Je pense s'est connecté au téléphone. Ça pourrait, Catherine, vous attendez? Alors, je retente sur, malheureusement, par le biais de l'ordinateur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, très bien. OK. Alors, je continue à avoir quelques difficultés techniques, malheureusement, mais je voudrais remercier mes deux collègues précédents pour donner la visibilité à la jurisprudence d'une cour qui mérite d'être davantage connue, qui est encore extrêmement jeune et qui mérite d'avoir une jurisprudence qui soit mieux connue, y compris de la part de nos étudiants dans les universités qui souvent connaissent bien évidemment davantage la jurisprudence de la Cour européenne ou de la Cour interaméricaine qui présente certaines spécificités. Et cette jurisprudence africaine a aussi certaines caractéristiques qu'il est intéressant de voir et d'étudier. Et pour le cas de la Cour européenne, puisque j'ai suivi quelques débats qui ont été échangés sur le chat, il reste évidemment d'immenses défis à cette Cour pour qu'elle puisse enraciner une culture démocratique, d'état de droit, pour enraciner véritablement une culture de respect des droits humains. Et l'un des obstacles reste tout de même cette très très faible participation des États à l'acceptation de la compétence de la Cour au recours individuel, aux requêtes individuelles, puisqu'on n'a que 6 États sur un continent qui compte 55 États. C'est très nettement insuffisant, puisque cette Cour devrait continuer sa progression pour permettre aux individus d'avoir une cour de droits humains qui leur soit accessible. Donc ça sera, à mon avis, l'un des principaux défis pour l'avenir, sans compter toutes les réformes qui sont en cours à l'égard de cette cour, avec de nombreux protocoles qui demandent encore à être ratifiés. Donc on reste dans l'expectative. Merci infiniment, avec toutes mes excuses pour ces difficultés techniques de cet après-midi. Mais je pense que les interventions étaient très riches et je laisse donc la parole à mon collègue pour la suite, en lui souhaitant tout le succès qu'il mérite. Merci à vous. Merci, cher professeur. On vous attend vers la conclusion. Vous me passez la parole. Je vais sauter sur cette transition que vous avez tracée pour présenter le troisième panel qui est axé sur l'ouverture à la réforme du système africain de protection des droits de l'homme. Nous avons des intervenants. Je vais commencer d'abord par notre cher ami Fatsa Ouegouz qui va nous présenter, on a inversé le rôle, qui va nous présenter une très belle intervention concernant l'institution du Forum Progatum dont va à la Cour africaine. D'abord, pour le présenter, il n'est pas, en tout cas aujourd'hui, méconnu de l'audience, mais je vais me prendre quelques 2 minutes pour le présenter. Il est aujourd'hui consultant en droit international et arbitre indépendant dans les arbitrages, que ce soit investissement ou commercial. Il faut souligner quand même qu'il possède plus de 30 ans d'expérience, non seulement au niveau judiciaire, mais également dans l'arbitrage et même dans l'enseignement. Il faut souligner qu'il a passé plus d'une décennie à la Cour africaine des droits de l'homme, où il a été d'ailleurs vice-président, et qu'avant, juste avant, il a été juriste, secrétaire à la Cour de justice de l'AE. Il a passé presque une douzaine d'années, et avant cela, il était en tout cas juriste au bureau juridique des affaires juridiques des Nations Unies à New York, et avant, il a travaillé sur la commission d'enquête sur les droits de l'homme au Rwanda. C'était en 94-15. Il venait publier sa thèse qui a une première doctrine sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est une approche entre tradition et modernité que toutes les générations africaines qui ont découvert les droits de l'homme dès cette décennie, parce qu'il faut souligner que la Haut Commissariat était institutionnalisé de cette époque-là, que les droits de l'homme ont en tout cas
acquis une densité normative et une pratique beaucoup plus visible. Et il a effectivement non seulement enseigné à Genève, il a enseigné aussi à Paris, à Washington, il y a une Law School, et il est membre actuellement du Curatorium d'Institut africain des droits internationaux qui est basé à Arusha. Il a également un des fondateurs et directeur exécutif de la Fondation africaine pour le droit international qui est basée à La Haye, ainsi que le directeur adjoint d'une annuelle Afrique de droit international, que notre ami aussi a dirigé, en tout cas contribué largement. Donc nous avons en tout cas, il faut souligner, terminé une thèse qu'il a achevée à Genève, et il avait eu avant ça sa maîtrise à Saint-Étienne. On a quand même des juristes africains qui ont parcouru tous les bases de droit international au monde, de New York, Genève, La Haye, il a fini à Arusha. Maintenant, il peut facilement, en tout cas, nous donner un avis assez bien expérimenté. On l'a sollicité aujourd'hui pour une question assez bien débattue, en tout cas, qui a une fécondité, en tout cas, heuristique au niveau universitaire, mais aussi pratique. À la CIJ, je sais qu'il a contribué à cette question. Mais à la Cour, on s'est demandé si cette institution a une valeur ajoutée, et si, en tout cas, ou bien il peut avoir en tout cas une droit de cité dans la pratique de cette Cour. Très cher Fatsa, vous avez la parole pour une vingtaine de minutes. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues et amis, vu l'heure et avec votre permission, Monsieur le Président, je ferai l'impasse sur les salutations et remerciements d'usage. Je tiens quand même à vous remercier, Monsieur le Président, de vos très aimables mots de présentation. À votre demande, Monsieur le Président, je suis venu vous parler de la question très singulière du forum prorogatum devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. J'imagine qu'en formulant cette demande, vous aviez en tête l'opinion individuelle que j'avais jointe au tout premier arrêt rendu par la Cour en décembre 2009, à savoir l'arrêt d'incompétence rendu dans l'affaire Yogo Gombe contre Sénégal. J'imagine que vous aviez également en tête la méfiance, voire la défiance actuelle des États africains à l'égard de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Défiance qui a trouvé sa plus belle expression dans le retrait au cours des 5 dernières années de leur déclaration facultative de juridiction obligatoire par 4 États africains, à commencer par le Rwanda, suivi par la Tanzanie, le Bénin et la Côte d'Ivoire, soit près de la moitié des États qui avaient déposé cette déclaration, sur un total de 10. Donc 4 États sur un total de 10 ont retiré leur déclaration. La compétence personnelle de la Cour est en effet très étroite. La Cour peut être saisie sans aucune déclaration particulière de l'État défendeur, seulement par les États partis au protocole, qui, à ma connaissance, sont au nombre de 31 aujourd'hui. Je crois savoir que la République démocratique du Congo a adhéré au mois de décembre ou à la fin de l'année 2020. Je parle sous le contrôle de Guy Fleury, qui pourra peut-être nous informer sur cette question. Donc, je disais que la Cour peut, sans déclaration spéciale, être saisie par tout État parti au protocole, mais également par la Commission africaine des droits de l'homme. À ce jour, toutefois, aucun État parti au protocole n'a introduit de requête contre un autre État parti. Quant à la Commission africaine, elle n'a introduit que 3 affaires. La dernière en date, le 28 février 2013, soit il y a plus de 8 ans de cela. Pour assurer son fonctionnement régulier, la Cour dépend donc des seules requêtes émanant d'individus ou d'ONG. Mais sa compétence en la matière, comme il a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui, est purement facultative. Elle dépend du dépôt de la déclaration spéciale prévue par l'article 36.4 du protocole. À ce jour, seuls 6 États africains ont déposé une telle déclaration facultative. Pour mémoire, le Burkina Faso, le Malawi, le Mali, le Ghana, la Tunisie et, plus dernièrement, la Gambie. En conséquence, les États et les ONG ne peuvent saisir la Cour africaine que contre ces 6 États, pas un de plus. À titre de comparaison, comme vous le savez, au plan européen, les individus et les ONG
peuvent saisir la Cour européenne des droits de l'homme contre les violations commises par n'importe lequel des 47 États partis à la Convention européenne et par la même occasion membres du Conseil de l'Europe. La question qui se pose est donc de savoir si le Forum Prorogatum pourrait aider à ouvrir le champ de compétences de la Cour africaine vers des États qui n'ont pas déposé la déclaration facultative. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec le concept de Forum Prorogatum ou juridiction prorogée, je le définirais comme, j'ouvre les guillemets, le fait pour un État d'accepter la compétence d'une juridiction internationale postérieurement à la saisine, soit par une déclaration expresse à cet effet, soit par des actes concluants impliquant une acceptation tacite. La Cour internationale de justice a fait valoir une acception large du concept de Forum Prorogatum qui sert à asseoir sa compétence. Je dis bien à asseoir sa compétence relativement à un différend qui autrement ne relèverait pas de cette compétence, faute d'un autre fondement à cette compétence. Autrement dit, le Forum Prorogatum vient dans cette hypothèse en quelque sorte régulariser a posteriori la compétence du juge international. Dans cette hypothèse, un État dépose au greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre un État qui n'a d'aucune façon accepté la juridiction obligatoire de la Cour. Cette requête peut s'analyser comme une offre simplement, une offre de règlement judiciaire que l'État défendeur aura toute liberté d'accepter ou de rejeter. Si l'État défendeur, l'État potentiellement défendeur, accepte cette offre, la Cour se considérera comme valablement saisie et compétente pour connaître du différend opposant les deux États en question. L'institution du Forum Prorogatum, telle qu'elle se présente devant la juridiction de La Haye, la Cour internationale de justice, désigne ainsi moins la prorogation, au sens propre du terme, de la juridiction de la Cour, que la régularisation d'une saisine imparfaite de la Cour. Dans ce cas, le consentement des parties aura pour effet d'établir la compétence de la Cour et non pas simplement de proroger une compétence qui existe déjà par ailleurs. Cette hypothèse d'établissement d'une compétence qui n'existerait pas par ailleurs est celle qui est le plus commodément, qui est le plus souvent retenue quand on parle de l'institution du Forum Prorogatum devant la CIJ. Et c'est la raison pour laquelle que c'est seulement cette hypothèse qui retiendra notre attention ici. Donc, hypothèse du Forum Prorogatum qui vient asseoir une compétence et pas seulement proroger une compétence existante. Les deux derniers exemples que je citerai dans le contexte de la Cour internationale de justice, dans sa pratique, concernent deux affaires qui ont été introduites contre la France par deux États africains, à savoir certaines procédures pénales engagées en France, affaire qui a été introduite par la République du Congo contre la France en 2002, et l'autre affaire, certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, introduite par Djibouti contre la France en 2006. Donc je reviens à mon propos, à ma question principale. Le Forum Prorogatum peut-il trouver application devant la Cour africaine au fin d'ouvrir le champ de compétences de la Cour vers des États qui n'ont pas déposé la déclaration facultative? Pour faire bref, je dirais que le Forum Prorogatum aurait pu trouver application dans l'affaire Yogo Gombe, mais qu'il n'a plus aucune chance de l'être aujourd'hui. La question du Forum Prorogatum ne présente donc qu'un intérêt historique aujourd'hui. Je structurerai ma présentation en deux parties. J'examinerai successivement les circonstances de l'affaire Yogo Gombe et la pratique subséquente de la Cour. Je ferai cette présentation en écho en particulier aux deux belles présentations de Guy Fleury et de Roland. Donc, premièrement, l'affaire Yogo Gombe contre Sénégal
ou la possibilité d'un forum prorogatoire. L'affaire Yogo Gombay est la toute première affaire introduite devant la Cour. Elle a été introduite en 2008 par un ressortissant tchadien domicilié en Suisse. Le requérant demandait le retrait de la procédure diligentée par le Sénégal en vue d'inculper, juger et condamner M. Hissène Habré, ex-chef d'État tchadien, réfugié à Dakar. La requête a été reçue au greffe de la Cour le 29 décembre 2008. Le 29 décembre 2008, et elle a immédiatement été inscrite au rôle de la Cour sous le numéro 001-2008. 001-2008. Une semaine plus tard, le 5 janvier 2009, la requête a été notifiée au Sénégal. Donc, la requête a donc fait l'objet d'une inscription au rôle général de la Cour et elle a également été notifiée au Sénégal. Pour votre information, les requêtes ou communications adressées à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ou à la défunte Commission européenne des droits de l'homme ou encore à la Commission interaméricaine des droits de l'homme, au Comité des droits de l'homme des Nations unies ou à la Cour internationale de justice, par exemple, faisaient, dans le cadre de la Commission européenne, ou font encore, dans le cadre des autres organes qui existent encore, font encore l'objet d'un filtrage avant leur enregistrement ou leur notification aux États contre lesquels ces requêtes ou communications sont introduites. Dans l'affaire Yogo Gombay, la requête n'est pas passée par cette phase procédurale de filtrage, phase procédurale initiale de filtrage. Elle a été implicitement considérée comme opérant une saisine valide de la Cour. Et en conséquence, elle a été communiquée au Sénégal. Le 10 février 2009, c'est-à-dire près d'un mois après qu'il ait reçu la requête, le Sénégal a accusé réception de cette requête et dans sa notification d'accusé de réception, il a fait connaître le nom de ses représentants devant la Cour. À ce stade, le Sénégal aurait pu se contenter d'indiquer qu'il n'avait pas fait la déclaration prévue par le protocole et qu'en conséquence, la Cour n'était pas compétente pour connaître de la requête sur la base de l'article 5, paragraphe 3 du protocole. Toutefois, en faisant connaître le nom de ses représentants devant la Cour, le Sénégal a laissé entendre qu'il n'excluait pas de se présenter devant la Cour et de participer à la procédure. Le doute subsistait toutefois sur l'objet de sa possible participation. Est-ce qu'il allait contester la compétence de la Cour? Est-ce qu'il allait contester la recevabilité de la requête? Ou est-ce qu'il allait faire une défense au fond? Le 17 février 2009, dans une seconde lettre, le Sénégal demandait à la Cour une prorogation du délai pour la présentation de ses observations. Ce faisant, le Sénégal manifestait son intention de se conformer au protocole, à son article 37, paragraphe 37, de se conformer aux prescriptions du règlement de la Cour, de l'article 37 du règlement de la Cour, au terme duquel l'État défendeur répond à la requête dont il fait l'objet dans un délai de 60 jours. Finalement, donc la Cour a autorisé le Sénégal à donner un délai supplémentaire au Sénégal pour qu'il présente ses observations. Finalement, le 9 avril 2009, le greffe de la Cour a reçu les observations écrites du Sénégal, dans lesquelles le Sénégal a formellement soulevé des exceptions préliminaires d'incompétence et de recevabilité, mais a également répondu au fond de l'affaire. Très important. Donc, comme le Sénégal a soulevé des exceptions préliminaires, la Cour a considéré qu'elle devait répondre par un arrêt. Elle devait statuer, elle était tenue par l'article 52 du règlement de statuer
par un arrêt sur les exceptions préliminaires. Dans mon opinion individuelle que j'avais jointe à l'arrêt à l'époque, j'avais proposé qu'un tri soit opéré entre les requêtes individuelles à l'égard desquelles la Cour est à première vue compétente et les requêtes à l'égard desquelles la Cour n'est pas à première vue compétente. Ce qui est le cas quand l'État partie concerné n'a pas fait la déclaration facultative. Dans cette dernière hypothèse, quand un État n'a pas fait la déclaration facultative, je proposais d'adopter la même pratique que la Cour internationale de justice dans son règlement, dans l'article 38, paragraphe 5 de son règlement, à savoir que quand une requête est dirigée contre un État qui n'a pas fait la déclaration, la requête est simplement transmise à l'État partie. Simplement à l'État partie, elle n'est pas circulée. Elle n'est pas circulée au niveau de l'Union africaine, de manière à empêcher qu'une publicité intempestive lui soit faite. La requête ne devrait pas non plus être inscrite au rôle de la Cour. L'idée était de permettre un éventuel forum prorogatum. J'en arrive maintenant à la pratique subséquente de la Cour. Donc, dans mon opinion individuelle, j'avais fait des propositions pour ouvrir l'avenir en ce qui concerne les requêtes dirigées contre des États qui n'auraient pas accepté la compétence de la Cour. Et je pensais que la Cour allait me suivre dans ma démarche et dans ma proposition. Or, la Cour ne l'a pas fait, comme je vais le montrer maintenant dans cette deuxième partie relative à la pratique subséquente de la Cour, que j'intitulerai « L'impossibilité technique d'un forum prorogatum ». Le 16 juin 2011, c'est-à-dire pratiquement 2 ans après qu'elle ait rendu son arrêt dans l'affaire Yogong-Bombay, la Cour a rendu une décision dans une affaire introduite par un individu, M. Soufiane Ababou, contre l'Algérie. Je n'ai donc, en ma qualité de juge ressortissant algérien, je n'ai donc pas siégé dans cette affaire. Or, il se trouve que la Cour n'a pas communiqué la requête à l'Algérie. Et sur le constat que l'Algérie n'a pas fait la déclaration facultative, la Cour a rejeté cette requête par une décision en date du 16 juin 2011. Donc la Cour a rejeté la requête. Dans une autre affaire, en fait, suite à cette affaire, un certain nombre de requêtes ont été introduites contre des États non partis, contre des États qui n'ont pas fait la déclaration, et la Cour a suivi le même schéma. La Cour a traité de la requête de manière judiciaire. Elle n'a pas communiqué la requête à l'État parti, donc empêchant l'État parti de faire des observations, voire même d'accepter la juridiction de la Cour par le biais d'un forum prorogatum. La Cour a rejeté ces requêtes et elle a communiqué ces requêtes, elle les a renvoyées à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est là une pratique qui a perduré pendant de nombreuses années. Sauf erreur de ma part, si mes souvenirs sont bons, cette pratique a perduré jusqu'en mars 2016, date à laquelle c'est par une simple lettre du greffier que les requérants se sont vus signifier que la Cour n'était pas compétente en raison du fait que l'État parti en question n'avait pas fait la déclaration facultative. Donc c'est à partir de 2016 que la Cour a substitué un traitement administratif par voie de lettre du greffier à un traitement judiciaire de la requête par voie d'arrêt ou par voie de décision judiciaire. C'est dans l'affaire Kandem-Roger contre États membres de la CIMA. C'est la requête numéro 21-2015, pour mémoire. Et c'est cette pratique qui a récemment été codifiée dans le nouveau règlement de la Cour qui a été adopté en septembre dernier. Au mois de septembre 2020, la Cour a adopté un nouveau règlement et dans son article 48, elle prévoit que c'est le greffier qui vérifie auprès du
conseil juridique de l'Union si l'État concerné a fait ou non la déclaration. Et si l'État ne l'a pas fait, le greffier rejette lui-même la requête en écrivant une lettre au requérant. Pour résumer, donc, je dirais que postérieurement à son arrêt rendu dans l'affaire Yogorombe, la Cour a décidé de ne plus communiquer à l'État intéressé copie de la requête introduite contre lui, si cet État n'a pas déposé la déclaration facultative. Ce faisant, la Cour a empêché techniquement toute possibilité de forum prorogatum, lui permettant de connaître d'une affaire alors qu'elle ne posséderait pas autrement la compétence pour le faire. La Cour a donc le forum prorogatum au sens second du terme, c'est-à-dire permettant d'asseoir la compétence de la Cour dans l'hypothèse où la compétence de la Cour n'existerait pas sur la base d'une déclaration facultative. Ce forum prorogatum n'est donc techniquement impossible à l'heure actuelle. Il est donc impossible sur la base non seulement de la pratique, mais maintenant sur la base du règlement modifié de la Cour. La seule manière pour que le forum prorogatum, dans son acception première, à savoir prorogation d'une compétence déjà existante, sur la base d'une déclaration, supposons qu'un État ait fait une déclaration, c'est une supposition, hein. C'est une supposition parce qu'aucune des déclarations actuelles ne contient de réserve. Supposons qu'un État ait fait une déclaration facultative contenant une réserve. La Cour pourrait statuer sur cette requête, constater que un aspect particulier de cette affaire n'est pas couvert par la déclaration facultative, mais quand même accepter de statuer sur cet aspect particulier parce que l'État concerné aurait explicitement accepté que la Cour statue ou, par son comportement, accepter implicitement que la Cour statue sur cet aspect particulier. Donc, à mon sens, c'est la seule application possible du forum prorogatum. Dans son acception première, proroger une juridiction, une compétence qui existe déjà, l'élargir, l'étendre à un aspect particulier du différend. Je pense que j'ai épuisé mon temps de parole, Monsieur le Président, et je vais arrêter ma présentation à ce niveau et je reste à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui pourraient m'être posées par mes collègues du panel et mes autres collègues. Merci beaucoup.